pas venir au Café Culture? Le Café Culture vient à vous. Les bibliothécaires du secteur adulte vous proposent chacun leur coup de cœur à retrouver dans vos médiathèques. Alors restez avec nous, on commence tout de suite. Bonjour à tous et à toutes. Donc je vous retrouve à la médiathèque Jean Ferrat de Villeneuve-Saint-Georges pour vous présenter mon coup de cœur. Donc, L'âge d'or de Cyril Pedrosa en 2 tomes. Donc très vite, je vais vous présenter l'histoire puisque je vais surtout vous présenter le tome 2 qui est sorti donc fin novembre. Alors, l'âge d'or, ça parle de quoi? Ça parle d'une princesse nommée Tilda qui, à la mort de son père, doit donc accéder au trône. Je plante le décor, on est au Moyen-Âge. Mais ça ne se passe pas comme prévu, puisque son jeune frère va donc faire un coup d'État et donc la chasser du royaume. Heureusement pour elle, elle est accompagnée donc d'un seigneur nommé Tarek et de son écuyer Berthil. Donc à eux trois, ils vont essayer de récupérer le royaume. Donc voilà. Dans le tome 1, généralement, on voit une Tilda donc lumineuse, prête à aider son peuple, proche des valeurs d'ailleurs actuelles de notre République, égalité, fraternité. Et du coup, donc on est dans l'espoir, en fait, l'espoir en fait d'avoir un royaume plus équitable pour les pauvres. Dans le tome 2, donc là, vous voyez la couverture qui en fait reflète la guerre. Hein. On a une couverture rouge, voilà, qui représente le sang, le feu. Donc rien à voir avec donc le tome 1, plus bleu, plus lumineux. Donc dans ce deuxième tome, donc on retrouve Tilda, donc cette fois-ci beaucoup plus noire, beaucoup plus ténébreuse. Donc ça commence, voilà, on est sur un siège, elle essaie de récupérer son royaume, mais elle a été donc cette fois-ci assoiffée par le pouvoir. Et donc elle va devoir lutter contre elle-même, contre ses propres ténèbres. Alors ce qui m'a plu dans cette BD, c'est surtout l'héroïne. C'est une héroïne qu'on peut qualifier de moderne, féministe. Voilà, elle commande des armées, elle se bat, elle veut le pouvoir autant qu'un homme au final. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. Alors il y a aussi surtout, comme vous pouvez voir, les illustrations. Donc voilà, Cyril Pedrosa a une réputation plus à faire. Hein. Donc regardez les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Voilà. Donc voilà, je vous encourage fortement à aller l'emprunter donc à la médiathèque Jean Ferrat. Les deux sont disponibles. Et moi, je vous retrouve pour un prochain coup de cœur. Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter Eve Hoffman, mon dernier coup de cœur. Il s'agit d'un roman dystopique écrit à 4 mains par Giovanna Fletcher et son mari Tom. Alors, pour vous mettre dans le contexte, il faut imaginer que le monde tel que nous connaissons aujourd'hui n'existe plus. C'est-à-dire que les eaux ont envahi les rues du monde entier, il n'y a plus aucune végétation, ni de quoi se nourrir convenablement. Mais le plus gros problème, c'est que les femmes ne mettent au monde que des garçons. L'avenir de l'humanité est donc compromis. 50 ans plus tard, Corinne Warren met au monde un petit miracle, une fille, Eve. Eve a alors pour mission de repeupler la planète et de sauver l'espèce humaine. Rien que ça. Pour que rien ne lui arrive et pour la préparer au grand jour, l'Organisation de prévention de l'extinction, dit le PO, l'a installée dans un dôme de verre depuis sa naissance. Tout son quotidien est orchestré et mené par ce qu'on appelle des mères. Ce sont des femmes qui s'occupent d'elle et de son quotidien. Il faut savoir aussi que Eve n'a jamais vu le monde extérieur, n'a jamais mis un pied et a formellement interdiction d'y aller. Le grand jour est enfin arrivé, Eve a 16 ans et c'est le moment pour elle de rencontrer ses 3 potentiels, 3 garçons que l'EPO lui a sélectionnés. Parmi ces 3 garçons se trouve celui qu'elle devra choisir pour procréer. Seulement voilà, lors de sa rencontre avec son potentiel numéro 2, tout ne se passe pas comme prévu. C'est à ce moment-là que Eve va faire la connaissance de Bram. Une rencontre déterminante pour la suite. À partir de cet instant, Eve va se poser des questions sur l'EPO ainsi que sur sa vie, car elle va découvrir qu'on lui a menti sur certaines choses. Elle va donc commencer à se demander si elle ne serait pas plus en sécurité à l'extérieur.
Alors voilà, en conclusion, pour moi, Eve of Man est une très bonne lecture et une très bonne découverte. J'ai apprécié la plume de l'auteur qui pour moi donne à réfléchir sur certains messages. Le premier message important est celui que le corps de la femme n'est pas un objet. Seule la femme décide de ce qu'elle veut en faire. Mais pour moi, le message le plus fort de ce roman, c'est celui de la prise de conscience. En effet, il faut prendre conscience de l'impact de nos actes sur l'environnement. Il faut prendre soin de la planète, de la Terre, pour ne pas la détruire. Cette planète est tellement belle, aimons-la, mais surtout respectons-la. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère avoir éveillé votre curiosité. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct de la bibliothèque René Fallet et je profite de ce jeudi après-midi qui est terriblement calme puisqu'on est fermé pour vous parler d'un livre que j'ai passionnément aimé, qui a reçu le prix FNAC en septembre 2020, mais qui, je trouve, n'a pas encore peut-être eu tous les lecteurs qu'il mérite. Car ce livre, pour moi, c'est une véritable pépite, une pépite littéraire, de par son histoire, de par son style épuré, poétique et violent. Alors, il faut aller dans cette rangée, se baisser un tout petit peu et arriver jusqu'à la lettre M. Et là, se trouve mon petit trésor. Il s'agit de Betty. Betty, écrit par Tiffany McDaniel, jeune auteure américaine, et qui va raconter l'enfance de Betty. Oula! Donc, nous sommes bien d'accord qu'il s'agit d'une histoire de femme racontée par une femme. Et là, messieurs, je sens que je vous perds. Mais je vous en prie, restez, car dans toutes les histoires de femmes, il y a des hommes bons, des hommes mauvais, des hommes complexes, compliqués, des hommes aimants. Et là, je peux vous assurer que vous trouverez pas mal d'hommes. Donc j'aurais pu, effectivement, vous faire un résumé ou vous lire la 4e de couverture. Mais comment voulez-vous que je résume en quelques minutes un livre qui a plus de 500 pages et où chaque page tournée vous apprend un élément essentiel de la vie de Betty, un élément qu'on ne peut pas rater, parce qu'une enfance ne peut pas être raccourcie, surtout quand les enfances sont un véritable saccage, ce qui est le cas pour Betty. Betty, qui a une enfance meurtrie, pleine d'errance, de rejet, surtout quand on a la peau un peu trop sombre, les cheveux un peu trop noirs et les pommettes trop hautes d'une petite indienne. Betty, qui a une enfance maudite, de par la pauvreté, l'exclusion, le racisme, qui la rejette dans les marges des plus méprisés, des plus exclus. Mais Betty aura droit à un miracle, et ce miracle sera son père. Son père qui donne, qui dispense de la poésie, de la tendresse. Un père qui soutient, qui réconforte et qui lui donne tellement d'amour que Betty sera sauvée. Cette histoire est vraiment magique. On n'a pas envie de la quitter, on a envie de rester dedans et malgré parfois ces moments carrément atroces, on a envie qu'il continue. Pour finir, je vous dirai seulement que l'auteur, Tiffany McDaniel, s'est largement inspirée de la vie de sa propre mère. Et j'espère que vous aurez la chance de lire ce livre et qu'il vous plaira autant qu'à moi. Voilà, c'est fini. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. J'ai choisi de vous parler d'un roman qui s'appelle « Et puis un jour on s'en fout et ça fait du bien », écrit par Virginie Saralou.
Il s'agit d'un roman feel good. L'auteure elle-même nous en donne la définition dans ses remerciements. Elle nous dit que c'est une histoire pour faire du bien, pour lâcher prise, sourire et se poser des questions. Alors oui, c'est léger, agréable à lire et ça fait sourire. Ses rêves à Mathilde, c'était dans 20 ans, j'en aurais 38. J'aurais fait le tour du monde et je me serais installée dans un pays qui n'attendait que moi. J'aurais développé un business profitable à tout le monde et dans le respect de la population locale. J'aurais un mari ou un petit ami, j'aurai des enfants aussi. Ils seront comme ils veulent à partir du moment où ils sont heureux. Voilà ma vie idéale. Et vous savez quoi? Je l'aurai. Promis, juré, craché. 20 ans plus tard, c'est ça. Mathilde, c'est l'heure de la pause. Tu viens avec nous? Je dirige mon regard vers l'horloge du bureau, 9h45. C'est-à-dire que la précédente a été à 8h45. Oui, ici on arrive et on commence par une pause. C'est un principe de précaution. Il ne faudrait pas risquer une torsion du cerveau si on ne l'a pas assez chauffé pour démarrer la journée. Et si on parvient à en faire une par heure, ce n'est que mieux. Avantage, pas de stress au travail. Inconvénient, pas de stress au travail. Bah oui, ça marche dans les deux sens. 10 ans que j'ai ce job. 10 ans que je me suis promis que cela ne durerait pas. 10 ans que je me mens pour ne pas voir la réalité en face. Je suis devenue ce que je ne voulais pas. Mon pire cauchemar. Une vie faite de routines, de non-surprises et de pauses plus inutiles les unes que les autres. Tout ce que je souhaitais éviter comme exemple à mes enfants, je leur offre sur un plateau d'argent. Leur mère n'est rien d'autre qu'une esclave supplémentaire au sein de cette société en souffrance. Donc l'histoire de Mathilde, presque 40 ans, qui a mis de côté ses rêves et ses ambitions et qui les vit par procuration sur un blog qu'elle a créé. Et c'est grâce à un message d'un certain Antoine 85 reçu sur ce même blog qu'elle va enfin décider de vraiment vivre sa vie. Mathilde a 2 enfants, des adolescents. Elle en partage la garde avec leur père. Ses enfants, c'est sa bouffée d'oxygène, c'est sa raison d'être. Côté cœur, elle a quelqu'un dans sa vie, mais c'est pas le grand amour dont elle a toujours rêvé. On va donc suivre Mathilde et son cheminement vers l'accomplissement de ses rêves tout au long du roman. Il est très facile de s'identifier à ce personnage parce qu'on se retrouve facilement dans les situations, ses sentiments ou encore ses pensées, d'autant qu'il n'y a rien de nostalgique dans sa démarche. C'est juste une prise de conscience sur la vie, sa vie, et le besoin et la nécessité de la vivre entièrement. Bon alors, et le message d'un certain Antoine 85, me direz-vous? En plus, ça devient vraiment intéressant à partir de là. Hein. Bon, vous l'avez une idée, c'est une histoire d'amour qui commence, mais je vous en dirai pas plus. À bientôt et bonne lecture. Je vais vous présenter aujourd'hui une bande dessinée. Il s'agit d'Anaïs Nin sur la mer des mensonges, illustrée par Léonie Bischoff. Alors j'espère que je prononce bien. C'est une bande dessinée qui fait partie de la sélection officielle d'Angoulême 2021, donc en général gage d'un travail de qualité. Et vous allez le voir, pour cette bande dessinée, c'est amplement mérité, du moins de mon avis personnel. Alors Anaïs Nin, c'est une romancière américaine qui est née de parents cubains à Paris, mais qui a passé la majeure partie de son enfance aux États-Unis et qui a émigré ensuite en France après son mariage. Donc Anaïs Nin, elle est surtout connue pour être une écrivaine dite féministe, de par ses journaux intimes dans lesquels elle explore sa sexualité, sa sensualité, qui la suivent depuis son adolescence jusqu'à sa mort, mais également pour ses romans érotiques, puisque c'est une des premières femmes à avoir écrit des romans érotiques, ce qui n'était pas du tout courant à l'époque, puisqu'Anaïs Nin est née dans les années 1900. Donc vous voyez, c'est assez ancien et c'était pas du tout le genre d'écrit que produisait une femme à l'époque. Donc cette bande dessinée relate plutôt la jeunesse d'Anaïs Nin après son mariage lorsqu'elle est à Paris et qu'elle se met à se poser des questions sur sa sexualité, sa sensualité, sa bisexualité, puisque c'est aussi de ça qu'il est question dans cette bande dessinée, et des rencontres qu'elle fait et qui lui permettent d'explorer un petit peu plus ces aspects de sa personnalité, notamment Henry Miller, un romancier américain avec qui elle entretiendra une relation passionnée tout au long de sa vie. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée au-delà du propos quand on connaît un petit peu Anaïs Nin, mais également par rapport au dessin. Donc Léonie Bischoff, c'est pas du tout une inconnue au niveau de la bande dessinée, puisqu'elle a déjà plusieurs ouvrages à son actif, et notamment l'illustration de 2 romans de la romancière Camilla Lackberg, donc des adaptations de romans policiers.
Et ce qui est intéressant dans cette bande dessinée, c'est que tout le dessin est fait entièrement au crayon. Et il n'y a pas vraiment de coloriage, hein. C'est-à-dire que tous les dessins sont coloriés exclusivement à l'aide de traits de crayon multicolores, ce qui donne un résultat absolument magnifique. Voilà, donc pour moi c'est un petit bijou, donc je vous encourage très fortement à venir emprunter cette bande dessinée dans vos médiathèques. Celle-ci sera disponible à la médiathèque René Fallet. Voilà, donc je vous dis à bientôt et je vous retrouverai très vite pour un prochain coup de cœur. Au revoir. Dans les geôles de Sibérie de Johann Barbero. C'est un livre que j'ai lu pendant le premier confinement qui m'a beaucoup marqué. Toute proportion gardée bien évidemment, faisant alors moi-même l'expérience de l'enfermement, le témoignage de l'auteur a suscité en moi un écho plus fort. Johann Barbero est directeur de l'Alliance française d'Irkoutsk. Il raconte son arrestation et sa détention dans la prison centrale d'Irkoutsk, en Sibérie. Il est accusé d'avoir diffusé des images pédopornographiques. Il dénonce à travers ce récit le kompromat, terme russe qui désigne une affaire compromettante dont il serait victime, et dont il découvre qu'elle est orchestrée par les services secrets russes, le FSB. Il raconte la période qui a précédé son arrestation, qui semble rétrospectivement décrite comme un bonheur idéalisé, qui contraste avec la descente aux enfers qui a suivi. Johann Barbero, c'est quelqu'un de très sociable, qui semble pouvoir puiser une force dans son optimisme. C'est un grand littéraire, et la lecture et l'écriture l'ont aidé à tenir lors de sa détention, puisqu'il commence à rédiger des notes éparses dans des carnets dans lesquels germe déjà l'idée d'un livre alors qu'il est en prison. Il parvient à évoquer des moments douloureux sans placer le lecteur dans une position de voyeuriste, grâce à la précision, à la simplicité et à une certaine pudeur qui transparaît dans son écriture, et aussi grâce à une distance vis-à-vis des événements qu'il a vécus, qu'il arrive à placer dans son récit. C'est un récit qui se lit comme un roman. L'auteur manie parfaitement le suspense, qui nous entraîne notamment dans le récit de son évasion. Ce qui est étonnant, c'est que l'horreur, les trahisons, l'injustice dont il a été victime ne semblent pas avoir altéré son amour de la Russie, auquel il rend hommage à de nombreuses occasions, et notamment en introduisant chaque chapitre par des extraits de la littérature russe. Vous pouvez retrouver Dans les geôles de Sibérie de Johann Barbero à la médiathèque René Fallet. Bonjour à toutes et à tous. Je suis dans la salle des fictions de la médiathèque Jean Ferrat, car j'aimerais partager avec vous l'une de mes séries littéraires actuelles préférées. Elle fait partie du genre fantastique, donc je me dirige vers le rayon approprié. Nous y sommes. Il ne reste plus qu'à trouver la lettre K. Et voilà. Il s'agit donc d'une saga familiale écrite par T.J. Klune, intitulée Le Clan Bennett, édité chez M+M Bookmark, un éditeur engagé dans la littérature LGBTQ+, dont la devise est « Des livres pour tous ». Nous vivons le premier tome dans la peau d'Oxnard Matheson, surnommé Ox, un adolescent considéré un peu simplet mais au grand cœur, qui vit seul avec sa mère depuis que son père les a abandonnés quand il avait 12 ans. Sa vie change lorsque la maison abandonnée au bout du chemin accueille de nouveaux occupants, une famille, disons, atypique, dont fait partie Joe Bennett, une petite tornade blonde qui se prend d'affection pour lui. Joe va faire entrer Ox dans sa vie, et le clan Bennett va l'accueillir à bras ouverts. Mais cette famille, cette meute nimbée de mystère, cache des secrets bien sombres. Vous l'aurez sans doute compris au terme meute, cette histoire va parler de loup-garou. La magie va elle aussi avoir un rôle crucial tout au long de l'histoire. Chacun des 4 tomes qui composent cette saga nous fait vivre une partie de l'histoire dans la peau d'un membre de la meute.
Même si chacun possède sa propre personnalité, sa façon de penser, son histoire teintée de tragédie et son rapport singulier au monde et aux autres, l'intensité des émotions que l'histoire nous procure ne faiblit jamais. Elle déborde de sentiments puissants, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est fort, ça prend aux tripes. J'ai trouvé cette réécriture du mythe du loup-garou vraiment réussie, peut-être une des meilleures même. Les personnalités sont super travaillées et les personnages évoluent de façon impressionnante. Ils s'élèvent pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes malgré tout ce qu'ils traversent. L'histoire est captivante et il est souvent difficile de s'arrêter de lire. Rien n'est laissé au hasard. Par exemple, un détail qui semble sans importance dans un tome peut très bien s'avérer crucial dans un autre. Le changement de narrateur à chaque tome permet d'appréhender la situation dans sa globalité, car au-delà de l'histoire qui suit son cours, chacun a sa propre histoire, sa vision des faits et ses secrets. Les 3 premiers tomes sont donc disponibles à la médiathèque Jean Ferrat. Le 4e et dernier tome de la saga sera bientôt commandé. Si cela vous intéresse, vous pouvez également jeter un œil à une autre série littéraire du même auteur, intitulée Les Contes de Vérania, disponible quant à elle à la médiathèque René Fallet. À bientôt pour un nouveau coup de cœur.